Eh bien, salutations chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir. Après ce petit délai que j'ai laissé, comme j'étais embarqué dans un déplacement professionnel, puis bon, d'autres choses encore qui me sont personnelles, on se retrouve pour la partie 10. Pour commencer ce direct, en tout cas cette vidéo, je vais vous partager quelques ouvrages là que j'ai reçus et qui viendront être présentés sur la chaîne dans les prochains mois, en tout cas pour cette année 2024. Pour commencer, le livre de la ville au technocosme, Le meilleur des mondes, de Xavier Bonneau, qui vient nous montrer la transformation de la société. C'est fort de son expérience et dans ses lectures que l'auteur s'est plongé dans ce monde, le nôtre, constamment renouvelé par la technologie. En interrogeant ce nouvel environnement, un assemblage de réseaux, de fonctions et de lieux qui équipent notre existence et servent notre quête de performance, il nous propose de réfléchir à l'impact de la technicité croissante de nos existences. On peut continuer, mais ça sera bon pour lui. Un autre livre est nommé L'idée de race, histoire d'une fiction, de Frédéric Méneron et Gérard Ciary. Là-dedans, il va questionner sur y a-t-il vraiment des races ou plutôt le côté du racisme qui existe et alors pourquoi il est là. Aussi, pour retracer l'histoire de l'idée de race entre Grèce et Asie orientale, ce livre examine-t-il la race avant la race dans l'Antiquité, l'Europe classique, puis la race à son zénith au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, et enfin la race sans race, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Je vous donne un petit aperçu, quatrième couverture. Un autre livre, pour recouper un que je vous ai déjà présenté rapidement lors d'un direct chez Veritas Globalis, c'est celui de Jean-Pierre Dick, L'ultime transgression, refaçonner l'homme. Là, on est dans la démarche de la modification de notre environnement, un peu pour nous forcer au lamarckisme, à une nouvelle adaptabilité peut-être, et donc à une transformation de ce que nous sommes dans un environnement artificiel. Et à mon avis, l'homme deviendra de plus en plus artificiel. En tout cas, c'est ce qu'on peut malheureusement observer petit à petit. Un autre livre, d'un auteur que je n'ai jamais lu jusqu'à présent, qui est très populaire, qui a monté sa propre maison d'impression, maison d'édition, c'est Alain Soral. Et le livre que je me suis procuré c'est Abécédaire de la bêtise ambiante. Dedans, il est quelque part, il envoie une alerte. On nous dit 370 textes polémiques et brefs sont dedans et analysent le lent écroulement de notre État-nation sous les coups conjugués du marché et des communautarismes. Ce qui embrasse totalement la réalité actuelle et ce qu'on peut observer malheureusement sur notre belle France, ce beau pays. Un autre livre, pareil, sur quelque chose d'assez connu, McKinsey. On a entendu parler de ce sujet avec Macron, c'est mauvaise gestion quelque part, où ils sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour des PowerPoint, pour obtenir quelques lignes qui en soi sont d'un non-sens. C'est des choses qui devraient déjà avoir émergé dans la tête des gens sans forcément faire passer ou appel à des cabinets de conseil pour ceci, pour prendre des décisions. Si on les a élus, c'est que ces gens doivent nous représenter, c'est qu'ils en ont les capacités. Sinon, pourquoi se présentent-ils pour après, à la place, nous refaire des factures à la suite de leur salaire qu'ils s'attribuent déjà, puis de tous leurs avantages? C'est quand même scandaleux. Le titre de ce livre, c'est McKinsey pour le meilleur et pour le pire. Une enquête sans concession sur le cabinet de conseil le plus influent au monde, où on voit que derrière, il y a des ramifications, des liens d'intérêt, et pourquoi pas avoir du délit d'initié. Dedans, ça va parler, par exemple, de peut-on soutenir l'écologie tout en travaillant avec les entreprises les plus émettrices de carbone? Peut-on optimiser les profits des parcs Disney et mettre en question la maintenance? Peut-on travailler à la fois pour le ministère de la Santé et pour les producteurs d'opioïdes, qui, rappelons-le, ont fait des désastres aux États-Unis par un médicament qui a été rendu très facile d'accès et qui était quelque part rapidement promotionné pour ceux qui étaient catégorisés comme des personnes ayant des troubles psychiques. Alors pour les soigner, on les a mis sous opioïdes et on en examine les dégâts, même avec ces endroits là-bas en Amérique où on voit des sortes de zombies quelque part dans les rues. C'est ignoble, ce n'est pas du traitement humain et on est en perte d'éthique totale. En parlant un peu d'éthique, de morale, alors c'est vraiment un tout petit livre qui se feuillette, je pense, très rapidement. J'ai reçu les colis hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est Mémoire d'un prof en résistance, l'après 68.
professeure de lettres, elle a vécu donc différentes choses, les multiples réformes, et cette personne-là dépeint les désordres les plus incroyables qu'elle a essayé de contourner de toutes les manières. Préserver l'idée qu'elle se faisait de la culture classique, transmettre au mieux cette culture à ses jeunes élèves, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais la machinerie idéologique, en refusant les bienfaits de l'humanisme pour tous, a inexorablement creusé un fossé entre les enfants d'origines diverses. Et peut-être que ça m'offrira un autre prisme, puisque moi j'ai le mien par rapport à mon vécu, ce que j'ai vu. Je suis quand même du 21e siècle quelque part, donc j'ai pu observer cette école publique, en dehors du privé, avec un mélange de différentes populations, des profils d'origines diverses, et de cet effacement de l'identité française. Où être français sans avoir d'origine, quelque part c'est honteux. Non pas que la France soit un pays qu'on ne peut pas apprécier, etc., mais qu'il y a cette appréciation peut-être par, je sais pas, une envie d'apprécier quelqu'un d'autre que ce que l'on est véritablement, ou de faire comme les autres, d'avoir comme ça des origines. Donc il y en a qui viennent à s'en inventer. Je vous en ai déjà parlé un peu dans le livre. J'ai vu qu'il y a Georges qui a sorti une vidéo là récemment, donc après le livre, après la présentation que j'ai pu en faire, très, très succinctement. Mais il en a parlé aussi, et il a une bonne idée derrière. Donc je reviendrai à recouper par rapport à ce qu'il a fait. Je vous invite au passage à aller regarder sa chaîne. Bon, ça fait un peu long, il me reste 3 livres et après on entame la lecture de cette 10e partie de la guerre ouverte contre les peuples. Comme je tente de donner l'ordre chronologique un peu de l'évolution de l'humanité, de la civilisation, je m'interroge aussi sur l'évolution génétique. Ça fait partie des thèmes que j'aborde. Je me suis procuré un livre en PDF qui montre un peu la façon néandertale, etc., les croisements, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et tout ce qui s'ensuit. Et jusqu'à maintenant, l'homme moderne. Et cet homme moderne, on ne veut pas qu'il y ait de races différentes. On nous dit donc qu'il y a une seule espèce, qui est l'espèce humaine, et certains y voient des races, par rapport à la craniométrie, des différences, etc., d'autres disent non, il n'y a pas de race, mais tout de même vont employer le mot pour défendre ces étrangers de raciser. C'est donc une sorte de dichotomie, et moi j'essaye de creuser les choses plus loin, puisque je suis contre la notion de race, parce que pour moi je suis chrétien. Donc chrétien c'est Adam-Ève, on est une espèce. Est-ce que dans Adam-Ève il y avait plusieurs définitions quelque part, et selon les territoires il y avait Adam-Ève sur chaque territoire, je ne sais pas. Nous dans la Bible normalement il y a un Adam, une Ève, puis la suite de l'humanité. Et ce qui est incroyable, c'est que je lisais un livre dont je vais vous présenter prochainement le contenu, d'une personne, d'une chercheuse qui d'ailleurs a participé à la découverte de, comment ils appellent ça, c'est d'Anista ou peu importe, je vais retrouver la chose, et qui disait, en fait on est quelque part tous cousins. Dans son truc, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître le modèle créationniste des chrétiens, ou de d'autres d'ailleurs, qui reconnaissent Adam et Ève à la base, mais te disent, en fait, si on remonte, donc un être humain, c'est 2 parents, mais c'est 4 grands-parents, et c'est 8 arrière-grands-parents. Et donc si on remonte comme ça, il aurait fallu des milliers de milliards d'humains. À moins qu'à un moment dans l'histoire, des êtres humains, en fait, se sont tous croisés quelque part, façon de parler, les uns avec les autres. Ce qui veut dire qu'il y aurait beaucoup moins de familles que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Et que dans notre génétique, si on venait à faire des tests, on aurait des liens peut-être qui remonteraient à des siècles et des siècles, mais en relation avec les uns et les autres. Ce qui ramène à nouveau au brassage de civilisations, au brassage des cultures, et qui efface l'une des notions de race. Puisqu'il y a 2 notions. Il y a quelque part la notion politique, si je puis dire, et il y a la notion qui se veut, elle, un peu plus scientifique. La notion politique, c'est celle qui veut s'attacher à sa nation, qui dit voilà, ma nation est assez hermétique, on a notre histoire, et on s'est plutôt mélangé entre nous, mais pas avec ceux qui étaient d'autres continents. Et puis, il y a les scientifiques, eux qui te disent, il y a une évolution naturelle, on doit même peut-être pencher pour la rendre artificielle, et à partir de là, ils font tout un tas d'études, et ils t'expliquent qu'on descend du singe. Okay, du cousin du singe plus exactement, si on veut être dans l'exactitude de ce que nous a légué quelque part Charles Darwin, qui au passage a fait des grandes avancées sur l'hérédité et sur bien d'autres travaux encore, en reprenant peut-être aussi, ou
ou en correspondance avec les poids de Mendel, il me semble, non, c'est Mendel, je crois, je sais plus exactement comment il s'appelle. Donc son expérience de poids qui comprend l'hérédité des choses. On passe des végétaux aux animaux, aux êtres humains. Et dans cette idée, là, ça fractionne. Ça, on arrive à un moment de l'histoire où Adam et Ève, apparemment, ils n'en veulent plus. Ils veulent remplacer ça par l'évolution humaine. Alors comment ils font? Ils vont récupérer quelques crânes comme ça sur Terre, et on pense à Lucie notamment, Australopithecus, je ne sais plus la suite du nom, mais qui remonte voilà, à des milliers et des milliers d'années. Et sur la base d'un crâne, ou par la suite de dizaines de crânes, d'ossements et tout ce qui peut être retrouvé encore, on va nous établir euh, une idée que oui, ce sont bien nos ancêtres. Mais qu'est-ce que nous en savons que ce sont nos ancêtres? Il y a pu y avoir par le passé des chimères. Ce ne sont pas 10, 20 ou 100 corps encore un peu éparpillés sur la planète qui permettent immédiatement d'affirmer avec véracité et sans aucune possibilité de contradiction que l'homme est un cousin du singe. Et plus grave encore, et c'est ça que je voudrais développer par la suite, c'est que ces scientistes, eugénistes, tout ce que l'on veut, quelque part évolutionnistes, rejoignant l'idée de Darwin et de d'autres, même si ce théoricien, si on peut dire ça comme ça, Charles Darwin, au passage ami de Thomas-Henry Huxley, toujours les mêmes recoupements, de gens qui veulent réécrire l'histoire, un meilleur monde, qui veulent refaçonner l'homme, une histoire universelle, en s'attaquant aux coutumes des uns et des autres. Et là, ce qui est incroyable, c'est que ces gens ont réussi quelque chose. Si on ne reconnaît plus et qu'on n'enseigne plus qu'on descend d'Adam et Ève, mais qu'on est cousin du singe, même s'il manque des maillons dans leur histoire et dans leur explication, à ce moment-là, nous sommes parmi les autres animaux. Et si nous sommes parmi les autres animaux, au sein des espèces animales, il est reconnu les races. Il est reconnu les différentes races de chiens, les différentes races de chats, etc. Et même au niveau des chiens, plus précisément des singes, il y a différentes races de singes. Si l'homme est un cousin du singe, alors au fur et à mesure de cette évolution dite naturelle, il y a eu plusieurs races qui ont existé, rejoignant à ce moment-là les travaux de certains anthropologues de la craniométrie, ou encore des différences du phénotype, et aussi sur la génétique, l'adaptabilité à son environnement. Et nous aurions à ce moment-là, et je dis bien dans cette idée-là que je ne rejoins pas et que je n'embrasse pas, des races plus évoluées que d'autres. Et ce qui signifie qu'on accède après à l'eugénisme, quelque part qui se définit, puisque tout ce qui était fait de façon naturelle, c'était bien, il y avait une sélection, une évolution, mais c'est trop lent. Et leur objectif, c'est d'accélérer les choses dans un monde qui se veut toujours plus rapide dans la transmission d'informations, dans la transmission du savoir et de bien d'autres choses encore, même de découvertes. Il leur faut aller plus vite. Et pour aller plus vite, modifier l'humain. Et c'est là où moi je me questionne sur la race et je me procure certains ouvrages. Quelle notion de race? Vous voyez, là je vais vous en décrire deux, parce que j'ai feuilleté très rapidement quand j'ai reçu le premier livre. Le deuxième, c'est La race des orphelins, un roman. Donc là, on n'est pas sur une étude ou ce genre de choses, mais ça me paraît être élémentaire pour continuer la suite. Et ça interroge aussi sur ce que Hitler et d'autres pouvaient proposer. Alors, le truc, c'est: je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Je m'appelle Hildegard Müller. En fait, je crois que je ne m'appelle pas comme ça. J'ai 76 ans. Je sais à peine lire et écrire. Je devais être la gloire de l'humanité. J'en suis la lie. Qui est Hildegard Müller? Le jour où il la rencontre, l'homme engagé pour écrire son journal comprend que sa vie est irracontable, mais vraie. J'ai besoin, avant de mourir, de dire à mes enfants d'où ils viennent, même s'ils viennent de nulle part. Oscar Lalo poursuit son hommage à la mémoire gênante, ignorée, insultée parfois, toujours inaccessible. Il nous plonge ici dans la solitude et la clandestinité d'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça magnifique, et comme on se questionne sur l'évolution humaine, les populations, les croisements, la civilisation et tous ces modèles qui peuvent exister, ça ramène à: sommes-nous trop nombreux sur Terre? Ce que je n'épouse pas du tout. Pour moi, la Terre a sa place. Après, encore une fois, il y a une question de conscience, et ce que nous pouvons constater malheureusement dans la société avec désarroi, c'est énormément de personnes qui ne prennent plus leurs responsabilités.
qui font des enfants, qui vont les abandonner, qui vont les mettre à la DAS, qui vont les faire placer dans des familles d'accueil, ou encore qui vont les garder à leur domicile juste pour obtenir des aides, des CAF ou ce genre de choses. Je parle pour l'exemple de la France, mais qui ne vont jamais leur offrir de l'amour, qui ne vont jamais les éduquer comme il faut, ou les accompagner pour ce qu'ils apprennent à l'école, ou encore pour s'émanciper et trouver un job dans la société. Donc on a un sacré désastre par rapport à ça, puisque notre société ayant évolué, beaucoup de parents n'ont même plus la charge de leur enfant. Ils ont laissé la responsabilité à l'État nounou, qui derrière a mis en place des centres de garde, a mis en place des écoles où les mômes ils sont à peu près 8 voire 9 heures ou plus que ça encore par jour, les 7 heures de cours, plus le temps du midi, plus le côté un peu extrascolaire. C'est là où on voit qu'il y a un abandon de la mission de ce que c'est d'être parent. Et là, je parle uniquement pour la France. Dans d'autres pays, c'est carrément l'exploitation, à faire travailler les mômes pour en tirer du profit. Pour d'autres, c'est encore pire que ça. On voit les sujets d'actualité qui passent, de pauvres enfants, pas seulement abusés dans le travail, abusés même physiquement, si je puis dire. Et à ce moment-là, on se dit, devrions-nous mettre en place une sélection, cette fois-ci, non pas celle qui est décrite positive dans l'eugénisme, c'est-à-dire avant même que l'être humain voit le jour, on le disqualifie parce qu'il a une tare ou ce genre de choses. Mais le négatif, celui de faire une sorte d'opération T4, mais réhabilitée, enfin, en tout cas, modifiée en profondeur, pour éradiquer de la Terre tous ceux qui font du mal. Tous ceux qui ont fait des viols, tous ceux qui ont fait de la pédocriminalité, tous ceux qui ont tué, et libérer la Terre d'un cancer. Mais ça nous ramène en fait à ce que l'homme se prend pour Dieu et délaisse la divinité. Et comme j'ai interrogé un peu, vous avez vu dans les premières parties, mais je vais continuer à le faire, l'effacement du créationnisme, qui est pourtant important, puisqu'on le voit, se ramener à la race, se ramener aux propos d'êtres humains qui n'ont pas forcément en plus tous les maillons, qui ne peuvent pas tout comprendre, mais qui affirment haut et fort, avec ténacité, en disant « vous ne pouvez pas me contredire, je suis de la science, j'agis au nom de cette langue », puisque quelque part c'est une langue qu'ils se sont inventée. Vous ne pouvez pas me contredire. Et amenant à tous ces désordres, tous ces désastres au possible. On l'a vu, Action T4 par le passé, mais il y en a bien d'autres, même du côté de Sparte. À l'époque, c'était comme ça. Et là, aujourd'hui, on se re-questionne sur, vu qu'il y a de l'horreur dans la société, et il y en a beaucoup trop en nombre, la population grandit. Mais malheureusement, il y a beaucoup de bandits, beaucoup de tueurs, beaucoup de criminels, beaucoup de cancers quelque part. Comment agir ? Et c'est là où on nous amène à effacer tous les lieux de culte qui tentaient de nous ramener à la paix. Nous montrer le chemin. Tu as fauté, essaye de trouver le pardon. Ah, tu as fauté, tu es condamné. Et la personne qui se sent condamnée, quelque part, c'est comme un terroriste. Si pour lui, il s'est condamné à y perdre sa vie, il ira jusqu'au bout. Il fera le plus de désastres possible. Un criminel ou encore un délinquant qui maintenant, enfin surtout un délinquant qui ne peut plus être réhabilité, qui ne peut plus être réinséré dans la société, s'il se considère comme criminel, ou comme délinquant, mais condamné à ça, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il faudrait, en dehors des palais de justice, remettre déjà des lois plus fermes, enfin les appliquer, faire en sorte qu'il y ait des prisons qui soient plus fermes aussi, avec des règles, pas les laisser devant la télé, ou à fumer, ou ce genre de choses, non, à trafiquer, à contacter l'extérieur, mais bien à la dure, pour montrer qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. On retrouverait un peu plus d'ordre et un meilleur chemin vers les vertus. Et peut-être même le retour à épouser la foi. Peu importe sa foi d'ailleurs, là je n'ai pas de jugement à émettre. Et dans cette idée-là, pour l'instant, de ce vers quoi on nous emmène, c'est-à-dire vouloir la mort des autres, vouloir mettre fin à une procréation naturelle, puisqu'il faudrait un permis d'être parent, il serait raisonnable de continuer dans cette lignée d'une population augmentant, d'enfants toujours plus placés, séparés, et tout ce qui s'ensuit encore, de laisser des gens d'être parents sans avoir fait un test. Comme il est peut-être par la suite irraisonnable d'avoir des animaux si on n'a même pas étudié le profil de la personne qui veut prendre un chat, un chien ou autre chose encore, mais qui ne peut pas en prendre soin. Au nom du bien général, il est possible qu'advienne dans les prochaines années, ou peut-être même moins, qui sait, un permis d'avoir un animal comme un permis d'être parent, puisque tout passe sur permis. Pourquoi ?
parce que l'être humain n'arrive plus à se gérer et à prendre ses responsabilités en main, et il a délaissé ça à l'état nounou. L'état nounou qui fait la suite. Donc Malthus, pour comprendre cette idée aussi de la disponibilité des terres, de l'alimentation, enfin, on nous fait paniquer sur pas mal de choses et je tenterai de remettre de l'ordre avec ça. C'est-à-dire bien examiner la pensée de Malthus sur les principes de population et tout ça, récupérer ses travaux, le meilleur, et faire un parallèle aussi avec tous ces fous gauchistes qui veulent en fait nous bouffer le cerveau et nous détruire et nous remettre dans un état de peur dont on va parler après. Et ceci pour en fait réécrire l'histoire et nous emmener vers ce que je décrivais un peu avant, mais sans rentrer trop dans les détails encore. Alors qu'on sait que par exemple sur l'alimentation, juste ça, je fais un petit point de rappel, il y a des milliards de tonnes de déchets, de gaspillage alimentaire. Donc on produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin. C'est juste que, comme la gestion, la répartition est mauvaise, on gaspille beaucoup trop. Mais il y a largement ce qu'il faut sur la planète, actuellement, et en plus dans cet état qui en prend pas le plus grand soin, la possibilité de nourrir tout le monde. Et il y aurait même, pour vous dire, la possibilité de retrouver certaines parties du monde en chasseurs-cueilleurs, qui ramenait au passage une bonne santé et qui éviterait derrière d'avoir des plantations ou des grands labos ou des grands centres pour étudier comment soigner, alors que l'humain de base a quand même un bon métabolisme, comme on peut dire une sorte de bonne machine. Et enfin, puisque j'en ai beaucoup entendu parler, Soros et la société ouverte, l'Open Society comme ils disent, Open Society plutôt, métapolitique du globalisme. Alors c'est un livre que j'ai vu pas mal présenté sur internet, d'autres qui se targuent de l'avoir en bibliothèque sans jamais avoir proposé une page de ce qui se situe dedans. Donc c'est à peu près 300 pages écrites en gros caractères. Je vais voir, je vais étudier les sources. Et puis nous verrons ce qu'on peut en établir, en prendre. Et qu'en est-il de ce personnage, souvent cité, à tort ou à raison, mais bon, sur Internet, tous ceux qui veulent le présenter, bon, c'est toujours la même chose, quoi. C'est oui, il finance les bateaux pour l'immigration, il favorise l'immigration, il est dans les médias, mais ça rentre pas dans le détail, le cœur, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Comment c'est, à quelle sauce sommes-nous cuisinés. Bon, hop, ça y est, c'est bon pour la présentation des livres. C'était long, j'aurais même dû faire une autre vidéo, mais bon, exceptionnellement, la partie 10 de la guerre ouverte contre les peuples va durer. Alors, comme on était sur Soros et le côté un peu du gauchisme, et la suite de la lecture après l'ingénierie sociale, le neuropiratage et ce qui était Jacques Attali un peu qui nous partageait, le gauchisme se présente en source de progrès. 2 points. On est parti pour la suite. Favorisant l'effacement des différences, les gauchistes se veulent avant tout anticapitalistes. Ils sont pourtant l'accélérateur de la marchandisation de l'homme ainsi que de la création des nouveaux services. En s'attaquant à la complémentarité, donc aux distinctions entre les hommes et les femmes, le gauchisme ambitionne de créer un être nouveau ou de faire un bond en arrière vers l'androgyne. Un humain qui est à la fois homme et femme, un être universel. Et pour y parvenir, il inclut ce gauchisme dans sa formule des suivis psychologiques, des prises de médicaments, d'hormones qui mèneront au déclin de l'humain. C'est un crime contre l'humanité car dans ce marasme ambiant, ce déracinement, les dépressions satureront les services hospitaliers de gens qui ne savent plus où est leur place dans la société, ni même qui ils sont et ce qu'ils sont. Et dans ce tragique destin, quelle sera l'issue ? L'euthanasie ? Comme évoqué lors des premières pages, en grandissant, nous accédons à l'instruction de l'école, et dans cette période, notre curiosité est à son paroxysme. Comme nous découvrons le monde, une multitude de questions nous habitent. C'est quoi ça ? À quoi ça sert ? Pourquoi ? Nous sommes friands du moindre enrichissement au point de lasser nos parents ou les professeurs. Durant des années, nous nous trouvons malléables à ce qui peut nous être transmis, que ce soit par nos interlocuteurs, mais également par les médias qui nous sont mis à disposition. Comme tout enfant, nous avons déjà été confrontés à la publicité, au divertissement, étant face à des contenus sans avoir la capacité à comprendre ce qui peut nous être bénéfique ou au contraire, ce qui peut nous nuire. Nous n'avons pas encore cette faculté du discernement. Elle est présente, mais pas assez aboutie. Avec une bonne éducation, nous apprenons le respect et les valeurs de la famille, des manières de se comporter avec autrui, et nous recevons aussi les inquiétudes. Car dès notre enfance, il nous est dit de nous méfier des inconnus, de ne pas approcher n'importe qui. Nous comprenons alors que le monde est loin d'être utopique.
et qu'il va au-delà d'êtres humains sympathiques que nous avons pu côtoyer jusque-là. L'influence extérieure intéresse les décideurs ainsi que les teneurs du capitalisme, qui pour optimiser leur impact, ont porté leur dévolu sur les diverses études du comportement humain. La propagande, c'est la suite. La propagande est le concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mis en œuvre pour propager, avec tous les moyens disponibles, une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. En latin médiéval, propaganda est l'adjectif verbal de propagare, signifiant littéralement ce qui doit être propagé. Avant d'avoir cet aspect négatif, la propagande fut un concept religieux. La Congregatio de Propaganda Fide, créée au XVIIe siècle par le pape Grégoire XV, qui servait à conserver, je cite, la vraie foi contre l'hérésie. Loin d'être un outil de manipulation, le but n'était pas de propager des idées faussées, mais de transmettre une idéologie. La propagande a en effet connu par la suite un fulgurant développement, depuis la Première Guerre mondiale, Première Guerre industrielle, totale, où il était essentiel d'enrôler toute la population. Forger la conviction, parfois jusqu'au fanatisme, est indispensable au bon déroulement de la guerre et à l'acceptation des sacrifices à consentir. La guerre exige de l'argent et des hommes. La propagande doit veiller à ce que l'État ait les deux en suffisance. Il faut fortifier le sentiment national et insister sur le péril encouru par la nation. Tous les pays prenant part à la guerre créent dès lors des officines gouvernementales de la propagande. La Belgique participe au mouvement. En février 1915 est créé au Havre le bureau de documentation belge dépendant du ministère de la Guerre avec à sa tête Fernand Passelec. 1916 voit apparaître l'office de la propagande belge placé sous la direction d'un comité gouvernemental de propagande composé de plusieurs ministres et dirigé par Henri Carton de Weert. Londres a son service de propagande dirigé par Henri d'Avignon et à Washington apparaît en décembre 1917 le Belgian Official Information Service dirigé par deux professeurs d'université belges travaillant aux États-Unis, Paul van den Ven et Albert J. Carnoy. Les États-Unis déclarent la guerre en avril 1917. L'opinion publique y est fortement opposée. Pour effectuer un renversement d'avis, le président Wilson met sur pied la Commission on Public Information, appelée aussi Commission Creel, du nom du journalisme George Creel qui la dirige. Cette commission comprend des journalistes, des intellectuels, des publicistes et est une véritable officine de propagande moderne, éditant et publiant des affiches, des tracts, des caricatures, des films, des articles de presse dans le but de mobiliser les gens, leur faire partager le point de vue du gouvernement, distiller la haine de l'ennemi. Le succès extraordinaire a incité les entreprises après la guerre à faire appel à certains des membres de cette commission, comme Édouard Bernays, pour vendre leurs produits. Creel créa également une force de 4 Minute Men. On compta finalement plus de 100 000 de ces hommes de 4 minutes, qui faisaient de brefs discours avant le début des réunions, des films, des spectacles de vaudeville et des divertissements en tout genre. Au début, Creel avait l'intention de ne rapporter que des faits, certes soigneusement sélectionnés, et de mener qu'une campagne positive en évitant de recourir à la peur. Mais cela changea rapidement. Cette nouvelle attitude trouva sa meilleure formulation dans une déclaration de l'une des plumes de Creel. Je cite : « Inscrite dans notre bannière, au-dessus du mot vérité, est la plus noble de toutes les devises, nous servons. » Fin de citation. Creel disait à ses 4 Minute Men que la peur était, je le cite, un élément important à cultiver dans la population civile. Il est difficile d'unir un peuple en ne parlant pas et en ne parlant que plutôt sur le plan éthique le plus élevé. Se battre pour un idéal doit peut-être s'accompagner de pensées d'autopréservation. Je vous le refais. Creel disait donc à ses 4 Minute Men, je le cite, « La peur est un élément important à cultiver dans la population civile. Il est difficile d'unir un peuple en ne parlant que sur le plan éthique le plus élevé. Se battre pour un idéal doit peut-être s'accompagner de pensées d'autopréservation. » Fin de citation. Le monde économique ne manquera pas de s'intéresser à la culture de la peur. Naomi Klein écrit un livre intitulé La stratégie du choc, publié en 2007, reprenant la formule de l'économiste Milton Friedman qui disait qu'après une crise, les hommes politiques devraient imposer immédiatement des réformes économiques douloureuses avant que les gens n'aient pu se remettre de la crise. Ainsi, sous cet effet de choc, ils l'accepteraient plus facilement. Raymond Fosdick,
ancien étudiant de Wilson à Princeton et membre du conseil d'administration de la Fondation Rockefeller, il en deviendra le président, dirigeait la Commission on Training Camp Activities, commission sur les activités des camps d'entraînement. Celle-ci interdit des chansons telles que I Wonder Who's King Here Now. Alors je vous avoue, mon anglais. I Wonder Who's King Here Now. C'est compliqué. Des parodies venimeuses, ainsi que les blagues douteuses et autres plaisanteries qui, bien qu'apparemment inoffensives, ont un aiguillon caché, instillant le poison du mécontentement, de l'inquiétude et de l'anxiété dans l'esprit des soldats et les poussant à s'inquiéter pour leur foyer. Les chansons et les blagues sont le point culminant de la propagande épistolaire menée par les Huns, qui racontent aux hommes des histoires mensongères sur les souffrances prétendument subies dans leur pays. Fin de citation. Le mouvement s'intensifie au niveau de la propagande avec la Seconde Guerre mondiale. Pour les États totalitaires, la propagande est essentielle pour soumettre la population, en empêchant tout esprit critique, afin de mener à bien l'acceptation sans nuance des idées du parti dominant. Des ministères de l'information ou de la propagande voient le jour. Par exemple, le ministère de l'Information, l'Agitation et la Propagande en URSS, chargé de mener la révolution prolétarienne dans le monde. La propagande diffuse la doctrine socialiste. L'agitation monte des coups pour sensibiliser l'opinion autour des mots d'ordre efficaces. Autre exemple, le ministère de la Propagande en Allemagne nazie, aux mains du redoutable Joseph Goebbels, que je pense vous connaissez tous, ou encore Minculo Pop, ministère de la culture populaire à partir de 1937 en Italie, qui encadre les médias. La guerre amène les démocraties à recréer des bureaux de contrôle de l'information. Ainsi, la Grande-Bretagne a un ministère de l'information qui fait de la désinformation, de la rétention d'informations, voire des mensonges, tandis que les États-Unis ont un bureau d'information à la guerre. La propagande, aujourd'hui, reste toujours d'actualité à travers les différents médias, la culture, le marketing politique, etc. La propagande a beaucoup évolué avec la naissance de la guerre psychologique dans laquelle elle trouve des prolongements. En 1962, Jacques Ellul distingue deux types de propagande. La propagande politique, très ancienne, et dont on connaît globalement aujourd'hui les modes de fonctionnement, et un nouveau type de propagande, la propagande sociologique. Je le cite. La première, celle des gouvernements, partis et groupes de pression, se distingue de la seconde qui, moins visible, se rapproche de la socialisation, que l'on peut définir elle-même comme processus d'inculcation des normes et valeurs dominantes par lequel une société intègre ses membres. Ellul oppose le caractère direct, délibéré et coercitif de la propagande politique, que l'on trouve en priorité dans les régimes totalitaires, au caractère plus vaste, plus incertain, idéologique, diffus, inconscient et spontané de la propagande sociologique. Celle-ci, que l'on répugne à désigner sous le terme de propagande dans nos démocraties pluralistes, agit en douceur, par imprégnation. Il s'exprime par la publicité, le cinéma commercial, les relations publiques, la technique en général, l'éducation scolaire, les services sociaux. En partie non intentionnelle, cette propagande repose sur ces activités multiples qui agissent de façon concordante comme un ensemble pour inculquer un certain mode de vie. Fin de citation. Après avoir été l'attaché de presse du ténor Caruso ou des ballets russes, le New-Yorkais Edward Bernays a participé aux côtés du président Wilson, comme on l'a vu, à la commission Creel, qui permit de retourner l'opinion publique américaine en faveur de l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Ce Bernays retourne ensuite régulièrement en Europe, où il passe des vacances avec son oncle Freud, dont les théories sur l'inconscient le fascinent. Bernays est le double neveu de Sigmund Freud, son père est le frère de la femme du fondateur de la psychanalyse, tandis que sa mère, Anna Freud, est la sœur de ce dernier. Cette filiation lui procurera un prestige afin de promouvoir ses services en dehors de l'inspiration qu'il puisera dans les travaux de Freud. De retour aux États-Unis, il décide donc de monter sa propre entreprise de propagande, mais là, au service de l'industrie. Sa femme et partenaire, Doris Fleischmann, lui a vivement suggéré de ne pas utiliser le terme trop marqué de propagande pour leur commerce. Elle inventa, pour le remplacer, celui de relations publiques qui fait encore flore aujourd'hui partout dans le monde. Dans les années 1920, Edward Bernays travaille pour l'entreprise Lucky Strike, dont les ventes de cigarettes sont en baisse. Selon son mantra, il va, je le cite, souffler aux gens les rêves avant qu'ils ne les aient rêvés. Fin de citation.
ce qui s'exerce aujourd'hui par les formules mathématiques derrière les algorithmes qui, analysant nos données personnelles, peuvent en conclure des besoins futurs, voire participer à la création de convoitises. À l'époque, une femme qui fume, c'est mal vu, même dans cette Amérique, comme on nous dit, faite de puritanisme de façade. En 1929, George Washington Hill, président de l'American Tobacco Company, décide de s'attaquer à ce tabou, qui lui extrait la moitié de ses profits. Hill embauche Bernays, qui ne perd pas un instant, consultant aussitôt le psychanalyste Abraham Arden Brill. Ce psychanalyste évoque l'image du symbole phallique que renvoie la cigarette, source de pouvoir sexuel du mal. Bernays sait que les mouvements d'émancipation des femmes ont le vent en poupe aux États-Unis. Les femmes pourraient s'imaginer renverser la domination masculine. Il va donc exposer sa théorie. Il faut convaincre les femmes qu'elles doivent fumer pour affirmer leur liberté. Il faut frapper à grands coups, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Le 31 mars 1929, un défilé très couru a lieu à New York. Edward Bernays jette son dévolu sur cet événement et organise son coup. Il réunit plusieurs dizaines de femmes, toutes tirées sur le volet, jeunes, jolies, en bonne santé et élégantes, à qui il distribue des paquets de Lucky Strike et attribue un emplacement précis. Il convoque toute la presse de tout le pays, leur promettant un événement majeur. Edward Bernays considérait que le peuple était incapable de penser et qu'il devait être guidé par une élite. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, un journaliste américain a raconté que l'un de ses livres se trouvait dans la bibliothèque du nazi Joseph Goebbels, que nous avons vu juste avant. Propagande nazie. Un comble pour cet Américain qui n'a cessé de défendre l'idée que ces pratiques protégeaient la démocratie. Plutôt socialiste, gauchiste. Le jour dit, tout est en place. On revient à l'événement. Les festivités battent leur plein, la foule est dense. Bernays, dissimulé dans la foule, donne un signal convenu. En pleine foule, l'œil des photographes de presse. Sous cet œil-là, des dizaines de femmes sortent en même temps leur paquet de cigarettes et commencent à fumer. Aux journalistes et aux curieux venus les interroger, elles expliquent que ce sont les Torch of Freedom, en référence à la Statue de la Liberté, un discours soigneusement calibré par Bernays lui-même. Car quiconque dénoncerait ce commerce, avec son lot de manipulation, serait immédiatement mis en cause de s'attaquer aux droits des femmes. Dans les semaines qui suivirent, des millions de femmes à travers les États-Unis se précipitèrent pour fumer. Non par goût ou envie, mais juste pour symboliser leur liberté. Les actionnaires de l'American Tobacco Company touchèrent des dividendes substantiels et Edward Bernays empocha des honoraires conséquents. Les femmes, installées comme des quilles sur le marché, en dehors du strike des cigarettiers, se sont vues offrir une fausse libération en accédant également au travail, comme les hommes. Ce qui a eu pour effet de faire éclater la stabilité familiale, la qualité de vie, en mettant en concurrence les hommes et les femmes, venant compliquer le rapport de force déjà difficile entre le prolétariat et les patrons. Les revendications pour se faire augmenter se retrouvaient maintenant étouffées par une main-d'œuvre démultipliée. Pour une partie, elles viendront à le regretter lorsqu'elles seront face au fait accompli de la dureté du travail en usine. Simone Weil, qui a travaillé un an en usine, nous décrira la condition ouvrière en partageant son sentiment d'avoir reçu la marque de l'esclavage. Subissant comme les hommes des cadences effrénées, l'exercice de tâches répétitives, les pénibilités de fournir de l'effort, le ventre presque vide, avec l'obsession des sous, la pression du patron qui rappelle le nombre de chômeurs qui voudraient son poste. Finissant broyé par un système qu'elle décrit à merveille, je la cite, « Pour consommer, il faut d'abord produire, et pour produire, il faut travailler. » Ou encore un peu plus loin, « On travaille pour le besoin de manger, mais on mange pour pouvoir travailler. » Au point de, je la cite encore un peu plus loin, se sentir étranger dans son propre pays par les usines, et d'offrir une conclusion, je la cite, « L'esclavage pour être accepté doit durer assez chaque jour pour briser quelque chose dans l'homme. » Fin de citation. Ce qui rejoint tout le travail de conformité et de conditionnement déjà cité. Gustave Le Bon en donne une parfaite définition. Je le cite. « Dès qu'une croyance est solidement établie dans l'entendement, elle devient la régulatrice de la vie, la pierre de touche du jugement, la directrice de l'intelligence. L'esprit ne peut plus recevoir alors que ce qui est conforme à la nouvelle croyance. » Fin de citation. Au XIXe siècle, l'industrialisation provoque la concentration nouvelle d'une importante main-d'œuvre ouvrière qui bientôt cherche à faire entendre sa voix. Le socialisme, en se structurant, adopte le vocabulaire de la religion et appelle doctrine le discours politique et propagande les méthodes de sa diffusion au sein de la population ouvrière. Les leaders du mouvement socialiste cherchent à provoquer chez les ouvriers une prise de conscience de leur situation afin de les amener à l'action collective.
Au tournant du siècle, le pouvoir doit composer avec cette nouvelle classe et c'est dans ce contexte qu'est théorisé Une psychologie des foules, ouvrage dans lequel Gustave Le Bon esquisse les bases de la manipulation des masses. Donc esquisse les bases de la manipulation des masses. Les politiques tentent de correspondre et de répondre aux aspirations, révélées par des études et des sondages d'opinion des électeurs qu'ils convoitent. La communication se modernise. Si les affiches restent toujours importantes, le principal impact vient de la télévision, où les conseillers en images, les publicitaires, le médium télévisuel imposent une coupe de cheveux, un tailleur, un maintien, une gestuelle, destinée à séduire et à installer une certaine image de l'homme, femme politique. Le médium télévisuel se contente de vendre son opium. Un tirage de cartes, et voilà que le téléspectateur change de cap. Les meetings bon enfant sont devenus des grandes messes de communication dont la mise en scène suppose une régie du son et de la lumière, un metteur en scène. Les journalistes ne posent plus des questions importantes. Tout est mis en place pour brosser les candidats dans le sens du poil. Enfin, c'est le cas pour les partis étant dans la vision élitiste des corporations. Tous ceux qui veulent être patriotes se retrouvent jetés en pâture. Est-ce pour que les téléspectateurs aient l'impression d'avoir différents partis avec des idées différentes? Ou est-ce pour diviser la population à travers cette mascarade qui semble se dérouler comme une pièce de théâtre où chacun a déjà un rôle attitré et vient le jouer en public ou sur des plateaux télévisés? Dans son ouvrage « Règle d'or », le politologue Thomas Ferguson défend l'idée suivante, je cite, « Lorsque les intérêts de ceux qui financent les partis politiques et les élections convergent sur une question, les positions des différents partis s'aligneront sur cette question quelle que soit la demande du public en faveur d'une alternative. Selon lui, pour que les électeurs ordinaires puissent influencer les choix électoraux, il leur faudrait disposer, je cite, de puissants canaux facilitant directement l'expression et la délibération de masse. Nous voyons, donc fin de citation, s'effriter la diversité des opinions politiques. Aux États-Unis, Fairness Doctrine est introduite en 1949 par la FCC, Commission fédérale des communications. La dite doctrine de l'équité demandait aux détenteurs de licences de programmation de présenter sur les sujets importants une diversité d'opinions, qui soit à la fois honnête, équitable et équilibrée. La FCC décida d'abroger cette directive en 1987 et, en août 2011, élimina jusqu'au texte même qui avait permis de la faire respecter. Ce qui veut dire que le gauchisme à l'époque avait besoin de son temps pour s'installer, s'immiscer et prendre ses aises, et une fois qu'il est en place, il refuse de partir, et pire que ça, il refuse d'avoir des adversaires d'opinion, de débat ou de ce que vous voulez. Ils veulent seulement être dans leur propre communication et plus dans la conversation ou dans l'échange ou dans ce que vous voulez. Et là, je mets une parenthèse, parce que c'est grave, ça nous rappelle ce qui se passe actuellement en France. La gauchiste qui a expliqué que ça serait bien si Marine Le Pen passait de prendre les armes. Et ça ramène, à cette idée que ce sont des fascistes. Ils se déclarent antifascistes, mais ils le sont, puisque en soi, les antifas se rejoignent sur un drapeau, sur un slogan, ne veulent pas débattre avec l'adversaire, utilisent la violence et sont même prêts aujourd'hui à sortir les armes. Qu'est-ce qui caractérise le fascisme? Tout ce que je viens de citer. Ils sont pris dans l'événement de la troisième vague. Je crois qu'on en a déjà parlé, de Todd Stresser. Et si on n'en a pas encore parlé, ça va arriver après. Donc une expérience qui a bien eu lieu, qui est réelle, pour montrer que le fascisme, l'horreur quelque part qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui existait encore dans d'autres périodes avant, qui ont précédé l'histoire, ça peut se répéter. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Des gens qui se radicalisent, au nom de l'humanité, ils vont te forcer à, par exemple, te faire injecter quelque chose. Au nom de l'humanité, ils vont te forcer, et de la liberté, par exemple, vont t'interdire, toi, de penser. C'est parce que c'est au nom de la liberté des autres. Revenons à ce qui est inscrit. En 1975, la commission Church, formée à la suite du scandale du Watergate, met au jour l'existence de l'opération Mockingbird, l'opération Oiseau moqueur, élaborée par la CIA, qui est destinée à placer sous son influence les médias d'information et de distraction américains comme étrangers. Le rapport publié par le Congrès en 1976 dresse l'image d'une gigantesque toile d'influence médiatique tissée par la CIA à travers le monde. Je cite. La CIA entretient actuellement un réseau de plusieurs centaines de personnes étrangères à travers le monde qui fournissent des renseignements à la CIA et parfois tentent d'influencer l'opinion par le biais de la propagande déguisée. Ces personnes
assure à la CIA un accès direct à un grand nombre de journaux et de périodiques, des dizaines de services de presse et agences de nouvelles, stations de radio et de télévision, les éditeurs commerciaux et d'autres médias étrangers. Le montant estimé de cette vaste entreprise est colossal, 265 millions de dollars par an. C'est à la fin des années 1948 que le projet est créé, donc le côté Mockingbird. En 1954, il passe sous le contrôle direct d'Allen Dulles, premier directeur civil de la CIA. Et vous allez voir qui est ce Allen Dulles. Allen Welsh Dulles est également un des 7 membres de la commission Warren, chargée d'enquêter sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Allen Dulles et John D. Rockefeller ont un lien familial remontant à plusieurs générations. Il s'agit de James Butler. John Foster et Allen Dulles sont associés au sein de l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires new-yorkais, Sullivan & Cromwell, qui compte parmi ses clients de nombreuses sociétés liées à l'empire Rockefeller. Les Dulles sont étroitement liés aux héritiers Rockefeller. L'un des petits-fils de John D. Rockefeller, qui s'appelle David Rockefeller, fréquente les frères Dulles depuis les années 1930. Dès 1941, c'est dans la salle 3603 du Rockefeller Center qu'Allen Dulles est nommé à la tête du bureau new-yorkais de l'ancêtre de la CIA, qui était l'Office of Strategic Service, OSS, alors étroitement materné par le MI6 britannique. La ramification ramène toujours à la Grande-Bretagne. En 1926, écoutez bien, Prescott Bush, donc père de George Bush et comment il s'appelle ? Parce qu'on a George Walker Bush, on a George Bush et du coup on a Prescott Bush. Pour un peu se les mettre dans l'ordre, ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Et tous à des postes importants. En 1926, Prescott Bush est nommé vice-président d'une très prestigieuse banque de Wall Street, William Averell Harriman & Company, dirigée par le père de sa femme, Dorothy, George Herbert Walker, auquel George Herbert Walker Bush devra son nom, devenu Brown Brothers Harriman en 1931. Cette firme-là, prestigieuse banque de Wall Street, s'impose à la fin des années 1930 comme l'une des toutes premières banques d'investissement au monde. En tant que partenaire, Prescott Bush supervise la clientèle allemande de la firme. Il est l'un des directeurs de l'Union Banking Corporation UBC, une banque fondée à New York en 1924 par son beau-père afin de gérer les intérêts de la famille Thyssen, la plus puissante famille d'industriels en Allemagne. Au même titre que IG Farben, la famille Thyssen joue un rôle clé dans le financement de l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir, puis dans le remaniement du Reich. Une enquête lancée en 1941 par la Commission des propriétés étrangères conclut qu'UBC, donc on rappelle Union Banking Corporation, est en réalité une coquille vide d'une banque contrôlée par la famille Thyssen. Prescott Bush reste à la tête d'UBC après l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941. Au cours de l'automne 1942, les capitaux d'UBC sont saisis par les États-Unis au nom de la loi sur le commerce avec l'ennemi. L'administration Roosevelt détient des preuves que Brown Brothers Harriman a été aux États-Unis le paravent d'intérêts financiers décisifs dans l'émergence du Troisième Reich. Pourtant, l'enquête n'aboutit pas plus loin. Après la guerre, l'armée américaine aurait saisi en Allemagne des documents nazis prouvant l'implication de Brown Brothers Harriman ainsi que de Prescott Bush. Je fais une incision et je viens vous ajouter des choses. J'ai eu des dizaines et des dizaines d'heures de recherche sur des documents anglais que je faisais traduire parce que vous connaissez mon anglais. Il y a fort à redire sur ça. Donc, j'ai fait traduire, j'ai récupéré des documents, tout est vérifiable. Celui qui veut s'en donner les moyens, là, aujourd'hui, avec tout ce que je donne, soit il retraduit, il va retrouver certaines phrases, il va retrouver les documents, soit il recherche avec les mots-clés, vous allez retrouver encore d'autres références. Tout est vérifiable. Donc on est quand même sur un scandale mondial, une partie de l'histoire qui semble être disparue ou qu'on essaye de faire effacer. C'est-à-dire que c'est un détournement de l'attention. On veut nous dire le Reich c'est mauvais, les nazis, regardez tous les désordres, tous les désastres qu'ils ont commis, mais on nous explique jamais comment ils sont constitués, comment ils sont arrivés, les financements, ou encore ces affaires comme ça, avec les financements avec l'Amérique. Et il y a d'autres recherches à faire, comme International Business Machine. C'est pour ça que je l'ai inséré dans la partie propagande. Parce qu'on a compris, derrière Prescott Bush, Allen Dulles, etc., c'est l'OSS, la CIA, c'est les Américains. C'est quand même, on va dire,
dans les familles les plus importantes et les têtes qui en suivront par la suite, qui vont diriger le pays, de l'Amérique, enfin des États-Unis, des gens qui ont participé à des horreurs de guerre et qui ont encore le droit de faire de la politique après. Le seul moyen que ça puisse se faire et que ça perdure encore quelque part, que l'ignorance reste ou que des intérêts soient présents, c'est qu'il y a de la propagande. Ne regardez pas là et on détourne l'attention, nous, de la propagande, de l'ingénierie sociale, qui rejoint un peu ce qu'on a analysé. Pour ceux qui ne comprendraient pas la trame, le côté, l'ordre chronologique que je donne aux choses. Vous avez vu, on est passé de Bernays, 1900, avec la commission qui créait l'avant aussi, 1917, un peu après. Il y a un ordre chronologique. J'essaye vraiment au maximum de pouvoir respecter les choses, pour qu'on comprenne bien par plein de faits historiques, non pas que les uns se suivent avec les autres, mais comprendre comment ça fonctionne. Et comprendre qu'il y a des personnages tout de même qui sont liés à plusieurs affaires. Dans les mêmes moments de l'histoire où on veut nous enseigner qu'il n'y a plus de Dieu, qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt quelque part à penser à une vie après la mort. À avoir un respect, vous voyez, des sortes de vertus. Non, là on peut faire commerce avec l'horreur. Regardez. Donc l'enquête n'aboutira pas plus loin malgré les preuves flagrantes. Après la guerre, l'armée américaine aurait donc saisi en Allemagne des documents nazis prouvant l'implication de Brown Brothers Harriman ainsi que des Prescott Bush. Le dossier était accablant, déclarait T. Crowley, numéro 2 de la direction des relations avec Wall Street. Crowley accusera John McCloy, le haut commissaire pour l'Allemagne, ainsi qu'Allen Dulles, futur patron de l'agence, d'avoir étouffé le scandale. Allen Dulles est une vieille connaissance de Prescott Bush. La banque Brown Brothers Harriman fait partie des clients majeurs du cabinet d'avocats international pour lequel Allen Dulles et son frère travaillaient, Sullivan & Cromwell. Comme de nombreuses personnes de Wall Street, Allen Dulles a lui-même, avant-guerre, été en affaire avec des industriels finançant les nazis et se trouve après-guerre au cœur d'une campagne de recrutement d'anciens nazis par la CIA. Parce qu'on rappelle l'affaire Paperclip. L'affaire Paperclip, c'est la CIA qui va faire en sorte qu'à peu près 1500 scientifiques ingénieurs nazis ne passent pas devant la justice, mais participent au développement de la fusée V2 ou encore à des opérations qui seront déclassifiées plus tard, Main Control, l'opération Monarch, et bien d'autres choses encore dont nous n'avons pas forcément toutes les données publiques aujourd'hui. Et de l'autre côté, les Russes en ont fait de même, enfin l'URSS en a fait de même à l'époque, pour ce qui est de la France, c'est pareil. Pendant son séjour à Harriman, Prescott a siégé au conseil d'administration de Dresser Industries pendant 22 ans. Dresser Industries est une société d'équipement pétrolier qui a connu un essor pendant la Seconde Guerre mondiale et a finalement fusionné avec Halliburton à la fin des années 1990. George Bush aura aussi occupé des postes dans cette entreprise. Donc là, les descendants de Prescott Bush, pareil, il y a ses affaires. Toute une histoire de famille. Pour revenir sur la CIA, elle va recruter des journalistes et infiltrer certains médias, CBS, Time, Magazine, Life, The New York Times, The Washington Post, notamment font partie des infiltrés. Au sein de leur rédaction, des journalistes rédigent des articles directement commandités par Frank Wisner, l'agent de la CIA à l'origine de Mockingbird. Certaines informations classifiées sont fournies par la CIA. Il s'agit tantôt de mettre en avant l'idéologie et le modèle défendu par la CIA, tantôt d'attaquer, dénigrer et détruire toute personne ou œuvre agissant dans un sens contraire. Par des apports financiers transitant par des sociétés écrans, la CIA coordonne aussi la publication de certains livres. Entre la création du projet Mockingbird et la fin des années 1967, ce sont quelques 1000 livres qui ont été produits par ce projet. La CIA emploie directement certains auteurs, leur fournit des documents, vérifie leurs manuscrits régulièrement. Alors, la question qu'on pourrait insérer rapidement aujourd'hui, en dehors de ce qui est situé dans le livre, les gens qui vous parlaient des projets MKUltra avant que ce soit déclassifié, ou encore qui vous annonçaient, par exemple, ces insectes modifiés pour détruire des cultures, ou Serge Monast avec la puce RFID, ou ce que vous voulez, qui en soi était lié à un imposteur, j'ai plus son nom, c'est Cook, il me semble, T. Cook ou quelque chose, qui soi-disant avait travaillé à IBM, trouvé des documents, bref, j'ai étudié tout ça, c'est du mensonge. Mais il y en a certains qui reçoivent peut-être des livres déjà écrits ou des documents et on les oriente vers l'écriture d'un livre ou vers la publication.
Et à ce moment-là, quelles sont les maisons d'édition liées à ça? Si ça existait dans les années 60 et avant, ça existe encore aujourd'hui. À savoir maintenant, quel modèle d'influence? Est-ce que le wokisme est un des modèles d'influence pour détruire? Ou même, pas seulement du côté américain, mais de d'autres, pour affaiblir les nations, leurs adversaires. Parce que des nations qui ne sont pas assez puissantes pour être indépendantes, si on prend l'exemple de l'Union européenne et de tous les pays qui la constituent, ça c'est ce que j'ajoute, c'est pas dans le livre, hein, ça voudrait dire que on sera toujours soumis aux Américains. On n'aura jamais un peuple fort qui est capable de se défendre, qui est capable de mettre de l'autorité et de contrôler ses frontières, son économie, ce genre de choses. Et de dire non, là je ne vais pas à la guerre, là je vais y aller. Non, là on est dans un état de faiblesse peut-être entretenu. À voir. Pour revenir au livre. La communication d'État tient parfois à de la désinformation. Ainsi en a-t-il été pour les armes de destruction massive qui auraient été détenues par l'Irak en dépit des démentis de la commission de contrôle. C'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'espionnage, le plus meurtrier aussi. Une mystification imaginée par un quidam qui a servi de prétexte principal à l'invasion de l'Irak, il y a 10 ans. Cette extraordinaire affaire est apparue au grand jour le 5 février 2003 à l'ONU. Ce soir-là, dans un discours resté célèbre, le secrétaire d'État américain Colin Powell lançait au monde, je cite, « Il ne peut faire aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques et qu'il a la capacité d'en produire rapidement d'autres, en nombre suffisant pour tuer des centaines de milliers de personnes. » Comment ? Apparemment, toujours selon ses déclarations, grâce à des laboratoires mobiles, clandestins qui fabriquent des agents atroces tels la peste, la gangrène gazeuse, la bacille du charbon ou le virus de la variole. Sûr de son fait, le puissant américain ajoute, je cite, « Nous avons une description de première main de ces installations de la mort. » Fin de citation. Plus loin, parce que là je ne l'ai pas mis à la suite, vous verrez le traitement médiatique de la part de Rudi Reichstadt, par exemple, qui se veut fact-checker, vérificateur de faits. Le droit à l'erreur. Alors que Colin Powell annonçait haut et fort qu'il avait les preuves, qu'il avait tous les éléments, ce n'était pas seulement cette petite fiole qu'il tenait en main, c'était plus. Derrière, il savait que c'était mobile. Mensonge sur mensonge. En cas de guerre, l'État contrôle et encadre strictement les correspondants de guerre qui filment et écrivent que sur accréditation. Trucage, manipulation, obstruction tentent de verrouiller le discours officiel. Les médias sont censés être le 4e contre-pouvoir, mais ce contre-pouvoir s'est assoupi avant de se retourner contre ceux qu'il devait servir. Pour servir ceux qu'il devait surveiller, selon une certaine élite, puisque le pouvoir en place a perdu en force de coercition, les gouvernants ont besoin d'une propagande plus efficace pour contrôler l'opinion publique. Walter Lippmann, l'un des doyens des journalistes américains, considérait la population comme un troupeau désorienté. Nous devons nous protéger de la rage et du piétinement du troupeau désorienté, me disait-il. Et la façon de le faire, disait Lippmann, c'est parce qu'il appelait, je cite, l'usine à consensus. Si l'on ne peut pas le faire par la force, il faut le faire par l'usine à consensus constituée à cet effet. Selon lui, pour mener à bien une propagande, il doit y avoir une barrière contre le public et les événements. Fin de citation. Je partage également la définition de Lucien Cerise sur cette ingénierie sociale. Je cite. L'ingénierie sociale est la modification planifiée, durable et furtive du comportement. Il s'agit de transformer définitivement la nature d'un être social, individu ou groupe, et pas seulement de le manipuler ponctuellement. Pour y parvenir, il faut la plupart du temps pirater l'être social en question, c'est-à-dire le modifier sans son consentement éclairé de manière subliminale, furtive, de sorte qu'il reste inconscient de la transformation. En effet, la plupart des êtres sociaux sont adaptés à leur environnement à la suite d'une évolution lente et naturelle. Ils n'éprouvent donc aucun besoin de voir leurs pratiques et leurs valeurs modifiées artificiellement et définitivement de l'extérieur par une ingérence étrangère. Dès qu'il sent qu'on veut le faire changer de force et contre sa nature, l'être social se met sur la défensive et son niveau de vigilance augmente. Pour contourner ces mécanismes d'autodéfense et les tromper, il faut passer par la porte de derrière, prendre une backdoor, ou alors lancer un hameçon, faire du phishing dans le jargon informatique du piratage, principe de l'usurpation d'identité. Fin de citation. La prochaine fois, ça sera sur le conditionnement de Pavlov et bien d'autres choses. Merci d'avoir été présent pour cette heure à la fois de présentation de livres qui vont arriver sur la chaîne et de lecture de la guerre ouverte contre les peuples que je continue d'augmenter et de recouper avec d'anciennes recherches. Merci de votre présence, n'hésitez pas à liker, partager et
Faites-moi un retour sur ce que vous pensez de la lecture, de la fluidité, des informations qui y sont inscrites, et de tout ce qui s'ensuit. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. N'hésitez pas à franchir le cap pour devenir interacteur. Bye.